La médecine est encore fortement centrée sur les hommes, et ce biais a de graves conséquences pour les femmes. Actuellement, en Europe, le risque de mourir d'un infarctus chez une femme est 2 fois plus élevé que chez un homme. Pourtant, les hommes sont souvent les premiers à minimiser leurs problèmes de santé. Aller chez le médecin est perçu comme un signe de faiblesse. Mais on prend de plus en plus conscience que pour sauver des vies, femmes et hommes doivent être traités différemment. Consultation de cardiologie à l'hôpital universitaire de Francfort. Bonjour Madame Novak, on s'est déjà vu en soins intensifs. Sigrid Novak a fait une crise cardiaque hier et elle est encore sous le choc. Son mari a alerté les urgences, mais ce n'est que dans ce service qu'elle a reçu des soins adaptés. J'ai mis du linge à la machine, je suis montée et j'ai eu des taches noires devant les yeux. Vous étiez oppressé au niveau de la poitrine? Ça me brûlait ici et là, mais surtout dans le dos. C'est plutôt atypique. Lors d'un infarctus, la douleur est plutôt thoracique et irradie dans le bras. Dans votre cas, et c'est malheureusement très fréquent quand on soigne des femmes, l'urgentiste a dû penser à une lésion de l'aorte et pas du tout à une crise cardiaque. Il m'a fait faire un scanner. Oui, on vous a fait un pontage cardiaque et on a diagnostiqué l'infarctus. Grâce à la compétence du service, Sigrid a survécu. Mais très souvent, l'infarctus du myocarde n'est détecté ni par les femmes qui en sont victimes, ni par le personnel médical. On va vous faire une échographie cardiaque pour s'assurer que cet infarctus n'a pas occasionné de dommages permanents. Sigrid va suivre une réadaptation cardiaque. Si elle a reçu des soins de cette qualité, c'est grâce à Lena Zegers, une cardiologue bien consciente que les femmes et les hommes ont des symptômes très différents. Elle a fondé le premier centre de cardiologie pour les femmes en Allemagne. Notre principal objectif est que les femmes aient droit aux mêmes soins que les hommes, qu'on leur prescrive un électrocardiogramme aux urgences aussi souvent, qu'elles reçoivent les mêmes médicaments, que les mêmes procédures soient appliquées, ce qui en Europe est loin d'être le cas. Contrairement aux États-Unis, qui sont en avance sur ce point. Lena a étudié à Harvard, où elle a été sensibilisée au Gender Health Gap, les inégalités de santé entre les femmes et les hommes. Depuis 2023, elle met en pratique à Francfort ce qu'elle a appris là-bas. Le centre de cardiologie est axé sur un service de consultation dédié aux femmes. On les informe sur l'infarctus du myocarde et les facteurs de risque spécifiques. On y fait aussi de la recherche fondamentale et Lena y donne des conférences sur la médecine du genre. Soyez les bienvenus à cette conférence sur la médecine du genre en cardiologie. Les futurs médecins sont initiés à des méthodes de traitement qui prennent en compte le genre. Lena commence par épingler quelques clichés à la vie dure. En cours, on montrait toujours un vieil homme avec sa cigarette. C'est cette image du patient type qui se transmet. La médecine du genre est un thème très important. Il n'est jamais trop tôt pour l'aborder. Et pour acquérir les connaissances de base qui pourront sauver des vies. Par exemple, dans le cas d'un infarctus du myocarde, les hommes présentent les symptômes classiques: douleur, sensation d'oppression dans la poitrine, essoufflement. Alors que chez les femmes, souvent, la douleur thoracique n'est qu'anecdotique. Chez elles, la douleur irradie souvent dans le bras, la nuque, le dos et l'abdomen. L'épuisement, les nausées et les vomissements comptent parmi les autres symptômes. L'ignorance et les préjugés peuvent même s'avérer dangereux lors de l'administration des premiers secours. On sait que les femmes sont beaucoup moins souvent réanimées.
À quoi est-ce dû? On a fait un sondage et la réponse qui arrive en premier, c'est la peur d'être accusé d'agression sexuelle. En deuxième, la conviction que la femme simule. Et en troisième, la peur de casser quelque chose parce qu'il y a la poitrine devant. Tout cela a des conséquences fatales pour les femmes. Elles sont moins souvent victimes d'un infarctus que les hommes, mais en meurent 2 fois plus. Ces conférences sur la médecine du genre ne font pas encore partie du cursus obligatoire en Allemagne. Mais Lena espère que d'autres universités suivront son exemple. Derrière son air calme, son cerveau est en constante ébullition. Angelina Burger souffre d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, un TDAH. C'est comme si elle avait une fête foraine dans la tête, pour reprendre ses mots. Quand j'ai besoin de calme, la fête foraine bat son plein. Quand je dois me concentrer, je n'y arrive pas toujours. C'est incontrôlable. Angelina vit et travaille à Cologne. Le sujet du TDAH chez les femmes est son cheval de bataille. Elle est convaincue que de meilleures connaissances favoriseraient une prise en charge plus égalitaire. C'est dans ce but qu'elle partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Je voulais m'accorder une petite promenade dans le parc, mais il fait trop froid. Et une fois de plus, je ne sais pas où j'ai laissé mes gants. Son travail de sensibilisation demande une bonne dose de courage, car elle se dévoile beaucoup. Votre fille est très calme, timide, rêveuse, extrêmement studieuse et adaptée. C'est tout à fait normal pour une fille. Évidemment, je suis tout le temps en train de chercher mes affaires. Sa chaîne a plus de 135 000 abonnés. Ça a commencé quand je me suis dit, si moi j'en suis atteinte, combien d'autres le sont et ne le savent pas encore? Des gens qui toute leur vie sentent que quelque chose cloche et cherchent des réponses. Elle-même n'a été diagnostiquée qu'à l'âge adulte. Sans doute parce que ce trouble est considéré comme une maladie de garçon. Les garçons atteints de TDAH sont généralement hyperactifs. Ils sont bruyants, indisciplinés et incapables de rester tranquilles plus d'une seconde. Chez les filles, ce trouble se manifeste moins par des symptômes physiques que par une agitation intérieure. Certaines n'arrêtent pas de parler, mais elles ont rarement un comportement perturbateur. Elles sont plutôt rêveuses et absentes. Le TDAH est diagnostiqué presque 3 fois plus souvent chez les garçons que chez les filles. Ce n'est pas un hasard selon notre influenceuse. Pour moi, c'est clairement le résultat du sexisme médical. Et ça ne date pas de 5 ou 10 ans. Ça fait des siècles que les femmes ne sont pas prises au sérieux. C'est pareil dans le cas du TDAH. On le voit à travers un prisme très masculin. Elle veut briser l'omerta sur ce trouble et sa généraliste Yvonne Knabe va l'y aider. Comment allez-vous? Plutôt bien, en fait. Toutes deux n'ignorent pas que les femmes sont très douées pour masquer leur maladie, avec comme conséquence qu'elles se heurtent alors à l'incompréhension. Vous avez fait des études, vous avez 2 enfants, un mariage sans nuage. Qu'est-ce que va vous apporter ce diagnostic? Ça fait du bien de tomber le masque. On a besoin de gens qui étalent ça au grand jour et grattent sous la surface. C'est ce que fait le docteur Knabe pour pouvoir justement mieux aider des femmes comme Angelina. Je lui ai conseillé de se faire tester. À l'époque, je ne pratiquais pas encore de dépistage moi-même. Toutes les semaines, je recevais des demandes. Je voudrais un rendez-vous. Je crois que je souffre d'hyperactivité. J'ai fini par me dire qu'il fallait que je suive une formation et que je trouve un traitement individualisé pour chaque patient.
La médecin généraliste, qui a suivi une formation spécifique, pose désormais elle-même les diagnostics de TDAH. Il existe encore trop peu de spécialistes. C'est parfait. 11,8. Lorsqu'Angelina a enfin reçu son diagnostic, elle a été soulagée. Je voulais le hurler à tout l'univers. J'étais si heureuse d'avoir enfin l'explication de mon état. C'est un sentiment que je veux partager avec d'autres personnes. Je veux aider. Je veux d'une manière ou d'une autre le raconter dans le reste du monde. Il tire parce qu'il veut aller dans l'eau. Hier, Freddy. Quand Barbara Paneff, 34 ans, promène son teckel, elle préfère être accompagnée de son mari. Car depuis 2 ans, elle a des attaques soudaines. Douleurs dans la poitrine, souffle court, nausées, tachycardie. J'ai l'impression que je ne respire pas normalement, que mon cœur ne bat pas comme il faut. Je suis envahie par un sentiment d'accablement qui peut aller jusqu'à la peur de mourir. À l'hôpital, on a d'abord cru à un infarctus. Mais l'examen n'a pas révélé de rétrécissement des artères et les médecins ont exclu cette hypothèse. Ils l'ont laissé sortir sans avoir identifié son mal, mais en lui prescrivant tout de même 3 puissants médicaments pour le cœur, qu'elle continue de prendre et qui compliquent sa vie de jeune maman. C'est hyper contraignant. Je dois m'assurer que je les ai toujours sur moi. J'ai l'impression d'être une grand-mère qui doit contrôler sa tension et ménager son cœur. Ces crises ont légèrement diminué avec le temps. Mais Barbara veut savoir une bonne fois pour toutes de quoi elle souffre. De manière générale, quand on est une femme, on n'est pas prise au sérieux. Les médecins insinuent que c'est dans la tête, que ça n'a pas de cause organique. Elle a découvert le centre de cardiologie pour les femmes sur Internet et elle espère obtenir des réponses. Lena Zegers veut lui apporter un diagnostic précis qui prend en compte les facteurs de risque typiquement féminins. Pour en savoir plus sur l'état du cœur de Barbara, Lena recommande un cathétérisme cardiaque, lequel est encore pratiqué beaucoup plus rarement sur les femmes que sur les hommes. On va introduire une sonde, un cathéter donc, dans la cavité cardiaque et injecter un produit de contraste dans les vaisseaux. Le but est d'observer les capillaires, les vaisseaux les plus fins, qu'on a tendance à négliger, alors qu'ils sont souvent à l'origine de problèmes chez les femmes. En Allemagne, cet examen est hélas trop souvent sous-estimé, car son bénéfice n'est reconnu que depuis quelques années. C'est un gros problème, et l'une des raisons pour lesquelles, je crois, nous avons besoin de centres de cardiologie pour les femmes. Pour que cet examen soit proposé aux femmes aussi systématiquement qu'il l'est aux hommes, Barbara n'est pas très rassurée. Est-ce que c'est dangereux ? Dans certains cas, ça peut provoquer des perturbations du rythme cardiaque. Mais vous serez sous monitoring. Vous n'avez rien à craindre. Durant l'intervention, la cardiologue va aussi provoquer le spasme coronaire qui se produit lorsque Barbara a une crise. J'ai peur de ressentir ce spasme. C'est une sensation horrible. Mais je vais laisser l'idée faire son chemin et y réfléchir à tête reposée. Barbara est tiraillée entre l'appréhension et l'envie de savoir. Mayence est une étape de la tournée en live d'Angelina, l'influenceuse atteinte de TDAH. Jonas, son mari et manager, l'accompagne. Son entrée en scène n'est prévue que dans 5 heures. Il pleut. Et lorsqu'elle n'a rien à faire, Angelina est entraînée dans un tourbillon de pensées.
Si j'avais un tournevis, je remettrais cette porte à la bonne hauteur. Ça me rend complètement folle. C'est comme les chaussettes du caméraman. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder tellement elles claquent. C'est l'heure. En se produisant sur scène, Angelina veut attirer l'attention sur le trouble de l'hyperactivité dans toute l'Allemagne. Mais elle a une poussée de stress à la dernière seconde en se remémorant un couac durant sa dernière représentation. Ah oui, c'est vrai qu'hier j'ai remarqué qu'il me manquait 2 slides. Et j'ai été obligée d'improviser. J'ai dû les supprimer par erreur. Un des principaux symptômes du TDAH est l'impulsivité. Et ça a une connotation négative. D'un autre côté, c'est d'elle que je puise ma force, ma créativité, ma souplesse. Elle le démontre ce soir encore. Bonjour ici. Je dois faire un effort à chaque fois pour me souvenir dans quelle ville je suis. Angelina informe sur la maladie en insistant sur le fait que les femmes ou les hommes atteints de ce trouble ne devraient jamais être taxés de bizarres ou de simulateurs. C'est une question qu'il faut aborder, car il s'agit de nous. Il faut changer les choses. Et qui le fera si ce n'est pas nous? Le public, majoritairement féminin, est très réceptif à ce discours. Beaucoup se sentent visibles pour la première fois. On est peut-être bizarre, mais on est vachement nombreux. Et le monde ferait mieux de s'habituer lentement à nous. Merci. Angelina entend trop souvent dire que si les femmes sont aujourd'hui touchées, c'est par un effet de mode. Mais elle y voit plutôt l'émergence d'un problème trop longtemps ignoré. La majorité de ces femmes ont été diagnostiquées tardivement. Et j'espère seulement que la grosse vague qui arrive et toutes celles qui suivront seront dépistées plus précocement pour que les choses soient d'équerre. Et aussi pour proposer à l'avenir une prise en charge plus équitable. Les hommes aussi ont leur propre fonctionnement, surtout quand il s'agit de déterminer s'ils sont effectivement malades. Enda Geoghegan ne le sait que trop bien. En Irlande, il anime pour les agriculteurs des séminaires sur la santé. Ils ne demandent pas à se faire aider. Ce serait un signe de faiblesse. Dans l'agriculture, ce sont des gens très fiers, surtout les hommes. Dans le nord-ouest du pays, faiblement peuplé, Enda fait quotidiennement le tour des fermes. Des études irlandaises montrent que les agriculteurs vont voir le médecin trop tard, voire pas du tout. Ils refoulent et dissimulent leurs symptômes. Enda et d'autres conseillers agricoles sont là pour que ça change. Comment ça va, Tommy? Aujourd'hui, il rend visite à Thomas Flynn, un éleveur de moutons et de vaches. Ce sont de très belles bêtes. J'allais les nourrir. Tu viens? Les agriculteurs irlandais ont la réputation d'être renfermés. Ils font passer le travail et le bien-être de leurs animaux avant leur propre santé. Les conseillers agricoles sont souvent les seules personnes avec lesquelles ils parlent régulièrement. Enda a bâti avec eux une relation de confiance qui lui permet de détecter d'éventuels signaux d'alerte. Pour briser la glace, il faut commencer par parler boulot. Elles ont l'air contentes. Oui, elles font 700, 750 kilos. Elles sont bien nourries, bien engraissées. Enda doit savoir écouter les nuances et, dans le doute, inciter l'agriculteur à consulter. Pour cela, il a suivi une formation. Une fois qu'on l'a mis à l'aise, on en profite pour lui parler de ce qui lui cause des soucis, de ce qui se passe dans sa vie. On l'encourage à se confier, peut-être autour d'une tasse de thé. Ces formations s'inscrivent dans le cadre d'un plan d'action national pour la santé des hommes. Le gouvernement oriente davantage les offres de soins déjà existantes vers les hommes. Les facteurs de risque typiquement masculins, comme le tabagisme, la consommation d'alcool et l'obésité,
sont particulièrement surveillés. Il y a aussi des campagnes d'information comme la Semaine de la santé des hommes ou des journées d'action dans les écoles. Et c'est efficace. L'espérance de vie des Irlandais est la plus élevée d'Europe. Enda suit environ 300 agriculteurs. L'un d'eux est Vincent Aigo, un éleveur de bovins. Enda commence par lui poser la question rituelle. Comment ça va, Vinny? Tout se passe bien pour toi? Oui, ça va. Ça fait du bien de sortir et de parler à des gens. Enda revient à la charge. Tu ne te sens pas un peu seul parfois? Si, ça m'arrive. Ça va mieux à cette période de l'année quand les vaches sont dehors. L'hiver, on peut trouver le temps long. Vincent a 35 ans et voudrait faire un peu mieux que la génération de son père, qui mettait toujours au second plan son propre bien-être. Je connais des agriculteurs atteints d'un cancer. Ils avaient des symptômes qui auraient poussé n'importe qui d'autre à consulter, mais eux, non. Ils ont laissé traîner en espérant que ça guérirait tout seul. Et que sont-ils devenus? Ils sont morts et enterrés. C'est ce genre de drame que le conseiller agricole peut éviter. Il n'est pas médecin, mais il a été formé pour reconnaître les signaux d'alarme et convaincre les agriculteurs de consulter un médecin. Un exemple, l'an dernier, il a persuadé l'un d'eux de faire vérifier sa tension artérielle. C'était dit à moitié sur le ton de la plaisanterie, mais j'étais sérieux. Va faire vérifier ta tension. Il est allé chez le médecin, et 2 jours après, on lui a posé un stent. Il avait une artère bouchée à 90%. C'est ce qu'on appelle un sauvetage in extremis. En Irlande, le constat est le suivant. Beaucoup d'hommes nuisent à leur santé, y compris leur santé mentale, à cause de l'image erronée qu'ils ont de leur force virile. Sur un chantier de construction, des hommes, des vrais, bossent. Mais sous leurs airs de dur, ils sont à fleur de peau. Presque un ouvrier du bâtiment sur 8 souffre de dépression. Beaucoup de mes potes sont passés par là, ou sont en plein dedans. J'ai un ami à qui c'est arrivé. J'ai un cousin qui s'est suicidé. Personne n'a rien vu venir. À 24 ans, Ben Hennessy commence tout juste sa carrière d'ouvrier du bâtiment. Et il n'en peut déjà plus de la culture machiste qui règne dans ce secteur. Il souhaite que les choses changent, pour ses collègues et pour lui. Je me sens complètement sous pression. Je suis sans arrêt stressé. Quand je rentre chez moi, après une longue journée de travail, j'ai juste la force d'aller me coucher. Et à l'idée de devoir encore me lever le lendemain, je déprime. Cette lassitude touche apparemment beaucoup d'ouvriers du bâtiment en Irlande. C'est pourquoi le Centre national pour la santé des hommes a développé avec Jack Sweeney un programme de coaching pour la santé mentale destiné à prévenir la souffrance morale et le suicide. On apprend aux ouvriers à avoir une autre image de la virilité et à surmonter les clichés de genre. On essaie de renverser la table en disant qu'il est plus viril ou plus courageux de parler de ses problèmes et de montrer sa vulnérabilité que de se renfermer et se voiler la face. Jack a invité Finian Murray, un expert reconnu dans le domaine de la santé masculine. Aujourd'hui, il explique aux ouvriers comment parler plus ouvertement de leurs soucis et de leurs difficultés. Ben participe également au programme. Certains faits concrets doivent interpeller. La probabilité de mourir par suicide est 6 fois plus élevée que celle de mourir d'un accident du travail. En Irlande, ce sont tous les hommes qui sont à risque. Ils se suicident presque 4 fois plus que les femmes. Le séminaire aide les ouvriers à reconnaître les signes avant-coureurs de pensées suicidaires ou d'une dépression. Car chez les hommes, ils se manifestent souvent autrement que ce à quoi on s'attend communément. En général, les gens dépressifs sont tristes, apathiques et fatigués.
Les hommes, du moins au début, ont des symptômes différents. Ils se jettent à corps perdu dans le travail ou dans le sport. Ils sont irritables et agressifs, ont tendance à boire beaucoup d'alcool et à consommer des drogues. Identifier ces symptômes et avoir le courage d'agir au bon moment, c'est ce que le programme enseigne. Ne jamais avoir peur de demander à quelqu'un comment il va. Les apparences peuvent être trompeuses. Il faut briser le tabou et en parler. Il ne s'agit encore que d'un projet pilote. Mais s'il ne tenait qu'à Jack, ce programme trouverait dès demain sa place dans le quotidien des ouvriers du bâtiment. On veut le généraliser le plus possible parmi les ouvriers du bâtiment parce que c'est la population la plus à risque en Irlande actuellement. Ensuite, on l'adaptera à d'autres secteurs à dominante masculine, en espérant que ce concept fera des merveilles. L'Irlande a su encourager les hommes à développer une relation saine à eux-mêmes et à leurs problèmes, pour qu'ils aillent mieux sur le plan physique et mental. Après mûre réflexion, Barbara s'est décidée à subir un cathétérisme cardiaque au centre de cardiologie de Francfort, pour enfin savoir ce qui cloche avec son cœur. Je suis à la fois impatiente et terrorisée. Sans doute parce qu'elle est elle-même infirmière et connaît les risques. Mais elle ne veut plus continuer de prendre des médicaments sans savoir exactement ce qu'elle a. Okay, dann bis später. Lena Zegers a l'intention de lui fournir une réponse. Il n'est pas rare que les médecins expérimentent des médicaments en disant aux patients que ça va l'aider. Et puis ils passent à autre chose. Mais c'est lourd pour les patients. C'est lourd pour nos caisses maladies. Et ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire de la médecine en 2025. Lena soupçonne une dysfonction microvasculaire. Les petits capillaires autour du cœur ne remplissent plus leur rôle correctement. Un problème qui touche les femmes beaucoup plus souvent que les hommes. So, 5001. Elle et son collègue, Marco Ox, introduisent une sonde pour voir si le sang circule normalement dans les fins vaisseaux de Barbara et détecter d'éventuelles sténoses. Les vaisseaux sont très souples. Il n'y a aucun changement. Tout est normal. Barbara n'a subi qu'une anesthésie locale et suit le déroulé de l'opération. On lui injecte un médicament qui stimule le cœur pour provoquer un spasme. Première dose. Vous sentez quelque chose dans la poitrine? Non? C'est bon signe. Ça veut dire que vous ne faites pas de réaction. Ok, on passe à l'étape suivante. Après 2 nouvelles injections, il ne se produit toujours rien. Le cœur de Barbara réagit normalement et semble en parfaite santé. On a terminé. Bilan, les douleurs dans la poitrine ne proviennent pas du cœur. D'autres examens diront si le problème est d'origine musculaire ou nerveuse. Toutes vos valeurs sont normales. C'est un très beau résultat. On vous conseille d'arrêter de prendre vos médicaments parce qu'ils peuvent avoir des effets secondaires et parce qu'on vous les a prescrits il y a plusieurs années sans avoir de diagnostic précis. Barbara a pris des médicaments pour le cœur tous les jours pendant 2 ans pour rien. Elle est soulagée. Je suis heureuse parce que je prenais plus de médicaments que mes grands-parents. Je remercie le ciel de ne plus y être obligée. Son cœur a enfin été examiné sérieusement. C'est un grand progrès dans la recherche d'un diagnostic. L'exemple de Barbara montre l'importance d'aborder différemment la maladie chez les femmes et chez les hommes. Et la nécessité à l'avenir de mieux prendre en compte l'individualité de chaque patient et patiente.